Né à Cambrai en juillet 1872, Blériot reçoit une solide formation d'ingénieur à l'École centrale des arts et manufactures de Paris, par où passèrent nombre de figures marquantes de l'industrie française, Eiffel, Latécoère, Michelin ou Peugeot. Dès sa sortie de l'école, le jeune centralien monte à Neuilly une affaire de phare à acétylène destinée à l'industrie automobile qui prospère rapidement, la Société des phares Blériot. Avec les 60 000 francs que lui rapporte bon an mal an la vente de ses phares, à l'époque où un employé de ministère gagne 1800 francs par an, Blériot mène un train de vie bourgeois d'industriel sans histoire, marié à une fille de colonel d'artillerie. Le démon des choses de l'air s'empare de lui par le biais de la passion de l'invention et de la découverte. Lecteur assidu du fameux manifeste de Nadar en faveur de l'autolocomotion aérienne, Blériot comprend que, pour lutter contre l'air, il faut être plus lourd que l'air. Il s'associe en 1905 avec Gabriel Voisin pour concevoir des planeurs et des aéroplanes. Le premier enfant de cette union est une sorte d'hydro-aéroplane tiré sur la Seine par un canot automobile à moteur Antoinette. L'appareil manque le départ, quitte l'eau et se retourne sur l'aile gauche. En octobre 1906, nouvelle machine essayée sur l'eau et nouveau désastre, sous le regard goguenard des riverains du lac d'Enghien. Commentaire de Blériot infatigable: enlevons-lui les flotteurs et mettons-lui des roues. La collaboration entre les deux hommes devient vite impossible. En 1907, Blériot, qui a renoncé au biplan comme aux hydravions, se lance seul dans la construction de monoplans. Il réunit une équipe d'ingénieurs et de mécaniciens chargés de mettre au point les appareils qu'il pilote lui-même. Méthodique, Blériot alterne essais sur le terrain et recherche théorique en cassant beaucoup de bois. Les modifications qu'il apporte à la quinzaine d'avions qui vont se succéder avant le fameux Blériot 11 portent sur la forme de la voilure, le système d'atterrissage, les commandes de vol, le modèle d'hélice ou la motorisation. Le 31 octobre 1908, Blériot, parti de Toury à bord de son monoplan 8 terre, se dirige vers Artenay dans le Loiret et revient à son point de départ. Au cours de l'hiver 1908, Blériot, menacé par la ruine, joue son va-tout. Il met au point son monoplan numéro 11, avec toute la ferveur que mettent les naufragés à lier ensemble les planches de leur radeau. Ce modèle très léger vole 36 minutes 55 secondes le 26 juin 1909 à Issy-les-Moulineaux. Ce premier vol d'endurance est un prélude à la traversée de la Manche. En octobre 1908, le Daily Mail crée un prix de 1000 livres sterling pour récompenser l'aviateur qui réussira la traversée aérienne de la Manche. Deux Français relèvent le gant: Hubert Latham, célèbre aviateur charmeur et désinvolte, et Louis Blériot, réputé pour ses vols d'endurance et pour casser du bois. Latham décolle du Cap Blanc-Nez le 19 juillet 1909, mais son Antoinette IV s'abîme à 18 km des côtes françaises. La nouvelle de cet échec trouve Blériot mal en point, à Paris, où il soigne une cheville brûlée la veille au meeting aérien de Douai. Le 25 juillet, c'est au tour de Blériot. Il boite et marche avec des béquilles, les traits creusés par la douleur. À 3h40, le Blériot 11 est tiré de son hangar. Les ailes sont recouvertes d'une toile caoutchoutée prévue pour résister à une chute dans l'eau. Une cloche, équipée d'un volant analogue à celui d'une automobile, permettra à Blériot d'agir sur les ailes pour manœuvrer l'avion. Quant au moteur Anzani, il constitue une véritable prouesse. Blériot sait qu'il va devoir y injecter de l'huile de ricin pendant toute la durée du vol et déjouer les projections d'huile chaude s'échappant des cylindres. À 4h41, Blériot, installé au lieu-dit les Baraques, depuis rebaptisé Blériot-Plage, se lance dans la traversée de la Manche. Sans boussole, perdant de vue la terre de France, ne distinguant pas le territoire anglais, j'immobilisais mes deux pieds pour ne pas bouger le gouvernail de direction. J'avais peur de dériver. Blériot lutte contre le vent, longe les falaises anglaises et aperçoit un passage qui débouche sur une prairie où il peut atterrir près de Douvres. Il est 5h13. Blériot vient de parcourir 43 km en 32 minutes. Blériot a perdu ses béquilles, retrouvé le sourire et sa femme Alice. À Paris, c'est le triomphe. Ils sont 100 000 à escorter Blériot de la gare du Nord au Grand Boulevard. Au Palais d'Orsay, un grand dîner, présidé par Louis Barthou et Alexandre Millerand, est offert en son honneur. La presse titre « La Manche est vaincue, l'Angleterre n'est plus une île ». Le Matin se porte acquéreur de l'appareil et l'offre à l'État afin qu'il soit exposé au Conservatoire des Arts et Métiers à côté de l'avion 3 de Clément Ader. L'on assiste à une sorte de cérémonie où l'avion de la traversée, les ailes repliées, devient un objet de culte que les autorités et la foule accompagnent religieusement vers son lieu d'exposition. La traversée de la Manche a un retentissement considérable.
Très vite, à l'étranger, on réclame des aviateurs français pour instruire et du matériel français pour voler. Un succès qui ira grandissant puisque Blériot reçoit 300 commandes à la première exposition internationale de la locomotion aérienne qui se tient au Grand Palais à l'automne 1909. C'est la consécration. Après une participation remarquée au meeting de la Grande Semaine de Champagne en août 1909, ces monoplans voleront de succès en succès dans les grands meetings internationaux. Héliopolis, Barcelone, Odessa, Vérone, Bucarest, Weston aux États-Unis, Buenos Aires, Saint-Pétersbourg, Moscou. Mais à la suite d'un nouvel accident, il renonce à piloter. Dès lors, la décision de Blériot est prise, il se consacrera exclusivement à la construction de ses monoplans et à la formation au pilotage. Au printemps 1910, il ouvre une école à Étampes, une seconde peu après à Pau et une troisième à Hendon, près de Londres. On y apprend à piloter les monoplans de la maison, à Pau l'hiver en raison de la clémence du climat et à Étampes à la belle saison. L'avenir est à l'aviation de sport et de tourisme. La durée de l'entraînement est de 4 à 5 semaines en moyenne. Certains élèves obtiennent leur brevet de pilote en 5 jours. Blériot fait de son usine une affaire des plus rentables. Les commandes affluent. Comme les frères Farman, Blériot jouit d'un atout qui le distingue des autres constructeurs, l'expérience des affaires et de l'industrie. De plus, il a le sens de la publicité. Il sait promouvoir l'aménagement de ses ateliers et la simplicité des montages de ses machines. À la fin de l'année 1913, 800 avions de 40 types différents auront été livrés tant à l'armée qu'à l'aviation privée française et étrangère. L'usine de Levallois travaille à tour de bras et de nouveaux ateliers ont dû être ouverts à Courbevoie. Il construit à Buc, près de Versailles, un parc d'aviation, l'aéroparc, qui veut être aux touristes aériens ce que le bois de Boulogne est aux promeneurs du dimanche. Le 1er septembre 1913, les habitants de Saint-Cyr voient un monoplan cabriolet en l'air. L'aéroplane s'est retourné. Encore une chute, disent-ils, mais l'appareil se redresse et recommence. L'acrobatie aérienne est née, sur monoplan Blériot, avec Adolphe Pégoud aux commandes. Mais une époque s'achève dans la facilité et la joie de vivre. Une autre se prépare, dont les premiers pas vont marcher au son des canons. Le Blériot rend d'emblée de remarquables services dans l'artillerie, la reconnaissance et le bombardement de jour et de nuit. Mais à partir de 1915, un courant se dessine en faveur des biplans. Le fameux monoplan dérivé du type 11 est alors réformé. La France ne construit plus que des Farman, des Morane-Saulnier, des Voisins et des Caudron. C'est alors que Blériot prend le contrôle de la société de production des aéroplanes de Perdussin, connue sous le nom de SPAD. Il abandonne ses idées les plus chères et se consacre en 1916 à la construction des fameux SPAD, des biplans signés par les ingénieurs Bechereau et Herbemont et mis à l'honneur par les as de l'aviation, Guidemer, Ningesser, Fonck. L'armistice entraîne une chute brutale des commandes et des licenciements massifs. Pour pallier ce retournement de conjoncture, Blériot se lance alors dans la fabrication de motocyclettes, de cyclecars et de sidecars, de bateaux, de meubles et de constructions démontables. En 1919, Blériot se tourne vers le transport aérien et fonde avec d'autres constructeurs la Compagnie des messageries aériennes qui exploite, entre le Bourget et Croydon, des Breguet 14 et des Spad 27 conçus par Herbemont. Cette machine va donner naissance l'année suivante au premier avion commercial fonctionnel, le Spad 33, et permettre le véritable démarrage des lignes aériennes françaises. Construit à 39 exemplaires, le Spad 33 emporte 4 passagers assis dans des fauteuils en osier, le pilote et un 5e passager se trouvant placé côte à côte vers l'arrière dans un cockpit ouvert. Cet appareil donnera naissance à de multiples versions qui équiperont par dizaines les flottes d'Air Union et de la Compagnie internationale de navigation aérienne. Le 8 mars 1919, Blériot perd un procès qu'il oppose à Robert Esnault-Pelterie à propos du gouvernail de direction, système jusque-là appelé cloche-Blériot. Blériot a désormais l'impression qu'on lui a volé ses idées, son idée. Les temps deviennent durs pour Blériot. Il est frappé par la loi sur les bénéfices de guerre et l'imbroglio fiscal qui s'ensuivra. La concurrence se fait de plus en plus vive. Les influences politiques priment souvent sur les considérations techniques. Pour faire tourner l'usine, il faut aller mendier des commandes au ministère, principal client des avionneurs. Pas toujours avec succès. Le chasseur Spad Herbemont est refusé par le service des fabrications. Son successeur, le type 83, ne reçoit que peu de commandes. Les chasseurs suivants ne sont guère plus prisés. Le meilleur d'entre eux, le type 61 des années 1925-26, n'est ni commandé ni préfinancé par l'État. Blériot doit attendre l'été 1928 pour retrouver une faveur modeste auprès des bureaux.
Il lui commande une dizaine de multimoteurs d'escorte armée de bombardiers. C'est le Blériot 127, baptisé multiplace de combat. Cette commande est surtout destinée à faire survivre la firme, comme celle qu'elle recevra au titre de la politique des prototypes, lancée par Laurent Hénac, ministre de l'Air. Car les séries des années 20 ne permettent pas de faire vivre ces ateliers. La présence de Louis Blériot, autour de table d'Air Union, lui permet de placer dans la flotte de cette compagnie 2 exemplaires de 3 quadrimoteurs, Blériot 115, 135 et 155, aux performances très modestes. Une version militaire du Blériot 115, le Jean Cazal, est engagée dans un raid transafricain qui se termine par son écrasement au décollage de Niamey. Embelli dans le ciel de Blériot, le 21 mai 1927. Charles Lindbergh vient à peine d'accomplir sa traversée de l'Atlantique sur son minuscule monomoteur quand on lui demande s'il est un Français qu'il désire rencontrer. Louis Blériot, déclare seulement l'Américain. Blériot devient peu à peu un marchand de prototypes et un réparateur. Jusqu'en 1932, il ne fabriquera aucune série de 100 avions ou plus. Les prototypes ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Mais retrouvant son enthousiasme de jeunesse, il conçoit et construit une merveille technique, l'avion de type 110 Joseph Le Brix, qui, piloté par Bousseau-Trot et Rossi, tiendra l'air pendant 67 heures et 20 minutes consécutives en novembre 1931. En avril 1933, Rossi et Codos s'attribueront le record du monde de distance sans escale sur le Blériot 110, 55 heures et demie de vol de New York à Rayak en Syrie, soit une distance de 9104 km. La crise économique des années 30 frappe durement l'industrie aéronautique. En 1933, Blériot, exsangue, doit négocier un rapprochement avec Farman Frères. Suresnes ne ferait plus que des petits Farman, tandis que le reste de l'activité serait décentralisé à Bègle. Couvert d'honneur mais épuisé par ses longues luttes, éprouvé par la perte de son fils Louis âgé de 24 ans, affecté par les piquets de grève bloquant son usine de Suresnes, malade, Louis Blériot passe la main et s'éteint le 1er août 1936 dans son appartement du 288 boulevard Saint-Germain. « J'ai tenu bon tout juillet, murmure-t-il dans un souffle, le mois de ma victoire. J'ai vécu pour ma gloire autant qu'il fallait vivre. » Les funérailles ont eu le 5 août dans la chapelle Saint-Louis des Invalides, en présence de Pierre Cotte, ministre de l'Air, qui prononce l'éloge funèbre. En vertu de la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation des industries de la défense nationale, Blériot Aéronautique sera, avec d'autres constructeurs, englobé dans la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest, devenue plus tard Ouest Aviation. Cette société fusionnera en 1957 avec la SNCASE sous le nom de Sud Aviation, filiation qui perdure jusqu'à nos jours avec l'aérospatiale devenue EADS. Je félicite mon cher Sorel d'avoir pensé à prendre le vieux Blériot pour fêter aux 20 ans d'aviation. On revient toujours à ses premiers amours. Je ne peux sans émotion revoir cet appareil sans me souvenir qu'avant la guerre il avait formé 1000 pilotes. Et quels pilotes? Les Garros, les Pégou, les Guilmer, les Beaumont, Coste, Saint-Dilcointe et combien d'autres. Vous êtes de cela, mon cher Sorel, et c'est toujours avec émotion que je vous vois ici. Monsieur Blériot, je tiens à vous remercier de m'avoir prêté cette belle machine sur laquelle j'apprenais à voler il y a 20 ans, avec Louis Moutier de Bourg-en-Bresse. Seuls nous qui pilotions cet engin au moteur capricieux pouvons admirer comme il convient l'exploit de la traversée de la Manche.